Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode mécanique sur ce Range Rover Sport 3 litres V6 diesel. Alors aujourd'hui il va y avoir plein de petites choses qu'on va faire dont une réparation. Déjà premièrement on a commencé à recevoir quelques pièces. Donc là j'ai reçu des barres de toit que je suis en train d'adapter pour pouvoir après le rendre baroudeur. Mais ça on s'en fout, on verra ça dans une prochaine vidéo. Là dans cette vidéo là on va lui faire déjà les bases et la première réparation de la première panne qu'il a. Enfin première vraie panne qu'il avait quand on l'a acheté. Les amis, je voulais vous parler de Car Vertical. Car Vertical, le sponsor de la chaîne YouTube et surtout le sponsor de cette vidéo. Car Vertical, vous commencez tous à connaître, c'est pour moi l'indispensable pour acheter une voiture. Je ne suis pas le seul à vous le dire. Parce qu'au-delà de la publicité, on fait également beaucoup usage de Car Vertical et on a de plus en plus de retours où c'est vraiment utile. Donc Car Vertical, c'est vraiment quelque chose de complet, c'est un site internet qui va pouvoir permettre de générer un rapport sur un véhicule. Et l'avantage de Car Vertical, c'est que ce n'est pas uniquement sur le territoire français mais bien dans tout le monde entier. Et ça c'est vraiment ce qui fait sa force, puisqu'un véhicule qui a été importé, on va pouvoir avoir des informations bien plus complètes. Je vous montre tout de suite un petit rapport d'une Audi R8 où là il y a eu un petit peu de problème. Donc là on se retrouve par exemple sur un rapport d'une Audi R8 qui a eu pas de compteur trafiqué, pas de problème au niveau du statut juridique. Par contre elle a eu un accident. Donc on va immédiatement sur les accidents. On va voir qu'il y a eu un premier accident très important en Suisse en 2011, donc en novembre 2011, avec un coût de réparation compris entre 50 et 60 000 euros. Aujourd'hui, une Audi R8 V8, c'est à peu près ce que ça coûte. Donc déjà, normalement, le véhicule, il aurait dû partir en épave. Alors en 2011, ça avait peut-être un peu plus de valeur. Déjà, c'est une voiture qui n'a plus du tout de valeur, parce qu'avec un tel choc, on a perdu clairement en valeur du véhicule. Et surtout, une voiture qui a eu un tel choc, quand vous l'achetez, vous avez envie d'être informé. Parce que déjà, ça ne vaut pas le prix d'une voiture qui n'a pas été accidentée ou faiblement accidentée. Et surtout, si ça a mal été réparé, ça peut avoir d'énormes conséquences. Et en plus, on voit qu'elle a eu un petit accrochage en juin 2021. Donc là, entre 1500 et 3000 euros. Donc là, on parle plutôt d'un accrochage. Parce que sur une voiture comme ça peut juste être un optique ou un pare-choc ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, en 2011, c'est inquiétant. On a des photos également du véhicule accidenté, et là on va pouvoir observer qu'il y a eu quand même un gros choc. On a tout l'avant gauche qui est arraché, on a le kilométrage donc à 107 000 km. Je pense sincèrement qu'elle aurait dû être déclarée épave, mais on voit qu'on a surtout le latéral en fait qui a vraiment tapé. On voit qu'elle a bien mangé, hein. De toute façon à 50-60 000 euros on parle bien de dommages structurels et pas uniquement de carrosserie. Donc là on voit qu'elle a clairement fait une sortie de route dans un champ certainement. Bon, en tout cas, Car Vertical, ça sert à ça. Vous achetez une voiture, qu'elle soit chère ou pas chère, ça vaut le coup de dépenser 20 euros. Alors des fois, on va dépenser 20 euros, la voiture, elle va rien avoir. On va se dire, bah, j'ai perdu 20 euros, peut-être. Mais le jour où tu vas dépenser tes 20 euros et que tu vas te rendre compte que la voiture, elle a été accidentée comme cette Audi R8, bah là, tes 20 euros, tu vas être content de les avoir dépensés pour économiser 50, 60, 20 000 euros même, je ne sais pas, ça dépend du type de voiture. En tout cas, c'est vraiment un indispensable et je peux que vous recommander, au-delà de ce partenariat-là, de le faire. Donc les amis, je rappelle, vous avez un code 20% avec le code GLB que je mets à l'écran et qui est également en description de la vidéo. Et nous, on continue tout de suite la petite vidéo. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est nettoyage moteur, vidange moteur, changement de filtre. Ensuite, changement de filtre à gasoil. Ensuite, changement de filtre à air. Ensuite, changement de filtre à habitacle. Et on termine avec la petite panne, enfin on va même commencer par là. On va commencer en réparant la petite panne qu'il a. La petite panne c'est quoi? C'est le débitmètre qui est défaillant. Donc on a tout reçu. Donc les amis, c'est parti. Comme d'habitude, on va utiliser les produits de chez Syntix qui sont des produits issus de la compétition, des huiles très haut de gamme, disponibles sur mytolgarage.fr. Je vous mettrai tous les liens des produits et des outils que j'utilise dans cette vidéo en description de la vidéo. Donc la première chose à faire, c'est un nettoyage moteur. Ça c'est le Engine Flush de chez Syntix qui est un nettoyant moteur très simple. On le met dans le moteur, on va rouler jusqu'à 60 km et on vidange notre moteur. La seule contrainte, c'est de ne pas dépasser le niveau maximum de votre moteur. Si vous dépassez le niveau maximum, deux possibilités. Soit vous vidangez un peu d'huile, soit tout simplement vous le faites tourner 20-25 minutes, mais uniquement au ralenti, pas d'accélération. Voilà, mais en tout cas c'est un produit qui ne dégrade pas l'huile, c'est une huile détergente, d'où l'avantage c'est qu'on peut rouler avec et c'est ultra efficace. Alors aujourd'hui, conditions de travail très difficiles, on a moins 5 degrés, il fait très froid, le garage n'est pas chauffé. Donc on se les pèle un petit peu, on a mis le bonnet, vous voyez on a déjà les doigts tout rouges alors que ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Alors c'est parti, on verse l'intégralité du flacon, donc 3 à 6 litres
le traitement, nous on a 6 litres dans le moteur, donc du coup un flacon suffit. On peut mettre un deuxième si vraiment le moteur est très sale, mais je vous montrerai le carnet. Ce moteur là il a bien été entretenu. Donc malgré que l'huile soit certainement noire parce que c'est un diesel, il y a très forte chance qu'il ne soit pas tant encrassé que ça. Voilà, vous voyez, il y a le petit défaut moteur et le petit triangle qui nous dit tout simplement que le débitmètre ne veut pas fonctionner correctement. Voilà, donc on va rouler comme ça et on se retrouve au garage. Ok, bon, et ben on va essayer de se mettre au chaud comme on peut, et puis on va attaquer tout ça. Bon, donc là, première chose qu'on va faire, c'est prendre notre petite valise diagnostic, donc la Top Down Ligue 2, pareil, dispo chez mytoygarage.fr, et on va, dans un premier temps, identifier quel est le débitmètre qui déconne. Très simple, on va débrancher l'un des deux débitmètres, on va voir si c'est le bon ou le mauvais. Et donc du coup après tu l'as compris, par déduction on va savoir quel est le bon, quel est le mauvais. Alors pendant que la tablette se met à jour, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu qui m'a fait plaisir à voir. Je vais essayer de retrouver ça. Par exemple là ils se sont dit boîte de vitesse automatique remplie à vie, ils ont mis un point d'interrogation, ils l'ont emmené chez un garage, ils l'ont fait etc. J'ai la facture, donc ça c'est un bon point aussi. Ça veut dire quand même que le mec prenait soin de sa voiture, a regardé les carnets, s'est dit attends, huile à vie, il y a un problème, une huile c'est pas à vie. Donc ça c'est des démarches que j'aime bien et ça montre que la voiture a été soignée. Donc là je vous dis aussi, hein, dessus c'est de la 530. Mais nous on va mettre de la 540. Voilà, vous commencez à connaître mes principes. 530 c'est parce qu'il y a un FAP dessus. Le FAP on va faire un nettoyage préventif et je pense que s'il nous emmerde, on le dégage. Moi je préfère maximiser la protection moteur que l'encrassement du FAP. Là, vous voyez, c'est marqué vidange tous les 10 000 km 6 litres. Normalement, les intervalles, c'est 25 000 km. Donc, ça veut dire quand même qu'il a été super entretenu, ce véhicule-là. Et on voit que c'est la même personne qui a écrit là, qui a écrit partout. Donc ça, c'est un bon point parce qu'elle a quand même eu que 3 propriétaires et chaque propriétaire l'a gardé longtemps. Donc, ça fait plaisir quand tu ouvres le cahier et que tu vois quand même que le carnet est tamponné jusqu'à 230 000 km. Elle a 257 000. Donc en gros il y a eu 27 000 km où il n'y a pas eu de tampon, en gros une révision. Donc hop, on va aller directement dans le système qui nous intéresse. Le moteur, entrée, lire les codes erreurs. Voilà, vous voyez bien, hein, débit d'air massique, circuit A, problème, blablabla. Bla. Donc après ça t'entraîne des problèmes en conséquence. Alors oui, on est tombé en panne de batterie aussi. C'est pour ça que j'ai tous ces bazars, parce qu'il faisait très froid hier. Hier on avait un ressenti moins 11 ici. Donc du coup la batterie qui est certainement relativement vieille, bah hier elle a fait terminé. Donc là on l'a mis en charge cette nuit. Elle est repartie mais je pense que je suis bon pour prévoir une petite batterie quand même. Ensuite on va lire les flux de données. Capteur 1, capteur 2. Ok, on affiche. Donc là moi je sais que c'est mon rangée 1 qui déconne. Donc j'ai besoin d'identifier ma rangée 1. Là en l'occurrence c'est ma rangée 2. On voit qu'elle est passée à 0. Si je la rebranche, hop, je reviens là. Celui-là, on vérifie, 0. Donc du coup, je sais que mon débitmètre défectueux, c'est celui-ci. Donc on coupe le contact, on change celui-ci, on redémarre pour vérifier que tout va bien. Et puis après, on s'attaque à l'entretien. Donc là, hop. Voilà. Hop. Et dans un débitmètre, quand nous on a acheté le véhicule, toute cette pièce là, elle était noire. À tel point que je pensais même qu'elle était de base noire. Mais en fait, une fois qu'on a nettoyé tout, genre, bien mieux, bien sûr, faut rien toucher, hein, juste la pression du nettoyant frein. Et ben on a retrouvé les pièces sont totalement blanches. Pareil, là, à l'intérieur, donc en fait l'air rentre par là. Vous voyez, vous avez une petite flèche sur les débitmètres. Si on les inverse, ça marche plus. L'air rentre par là, on calcule la température, on calcule la quantité d'air qu'on envoie à l'ECU et ça permet d'ajuster la quantité de carburant. Et bah tout ça, toutes les lamelles, etc., c'était noir, le filament était noir. Donc vraiment on a divisé par 10 les informations des débitmètres juste en les nettoyant. Ce qui nous a révélé que celui-ci était caput.
voilà, et que l'autre fonctionnait très bien. Et on va le remplacer par un tout neuf. Ça va ici, hop là. Et maintenant on positionne ça sur la voiture. Alors, avant de remonter le débitmètre tout neuf, on va déconnecter l'autre, parce que ça sort avec le couvercle de boîte à air, on va en profiter pour changer notre filtre à air. Alors à tous ceux qui se posent la question du pourquoi j'en change qu'un, est-ce que ce serait pas mieux de changer les deux, etc. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Le débitmètre ça se contrôle avec des valeurs, avec une valise. Tant que les valeurs sont bonnes, il n'y a pas besoin de changer en fait. C'est... Alors oui, il y a certainement une usure, mais c'est un petit peu du on-off le fonctionnement d'un débitmètre. Soit ça marche pas. Ah, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de la mécanique sur un bon vieux diesel. Hop là. Dans quel état est ce filtre? Ouais, il est sale. Il nécessite un bon changement. Mais franchement, il est pas... J'ai vu bien pire. Ce qui est intéressant, c'est toujours d'aller choper des dates. Les dates donnent toujours un indice de l'année d'entretien. Là, en l'occurrence, pas de date sur celui-ci. On va en profiter que ça se soit démonté pour fixer notre débitmètre. Ce sera plus simple. L'accès aux vis sera grandement amélioré. Voilà. Un petit filtre à air tout beau tout neuf. Ça fait plaisir. Alors à tous ceux qui vont dire ouais t'as l'habitude de mettre du Ken, pourquoi tu mets pas un Ken? Ouais c'est un diesel les gars, c'est un diesel turbo compressé. Bon, autant vous dire que le Ken ça sert à rien. Tac, on met ça dans la boîte. Voilà. Donc là on resserre tout, on rebranche et on redémarre la voiture et on analyse cette fois-ci une nouvelle fois nos débitmètres. Et cette fois-ci on va prendre les valeurs moteur tournant. Ça va nous permettre de vérifier que tout est dans les clous. Donc là on fait lire les flux de données, on revient exactement comme tout à l'heure, on va réafficher nos deux valeurs de débitmètre. On est toujours à 2 grammes. C'est quoi ce bordel? Là la vraie question c'est est-ce que notre débitmètre qu'on a acheté déconne ou est-ce qu'on a un problème ailleurs? Après le débitmètre on peut avoir une fuite. Sauf que la fuite si elle se fait après, le capteur est là, donc en gros la fuite peut se faire entre elle et la boîte à air, ce qui est quand même peu probable. 2 débitmètres HS, j'y crois pas du tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'inverser les prises. Bon c'est pas très bon mais ça va permettre de voir. Parce que je crois pas à une fuite. Le débitmètre est neuf. Ça veut dire que si j'ai pas d'air qui passe, ça veut dire que mon moteur sur le banc 1 n'arrive pas à aspirer de l'air. S'il n'arrive pas à aspirer de l'air, c'est peut-être qu'on a un problème sur la partie admission. Donc on va regarder ça. Et on va reprendre notre vieux débitmètre. Alors il faut juste que j'arrive à rebrancher ça sans abîmer. Mais à mon avis, je pense que le problème va être plutôt sur la partie admission. Alors on va démarrer. Là on voit sur le 1, celui que j'ai branché à la volée, j'ai 0,4. Si je souffle, allez quand je souffle, on a bien une interaction. Donc ça veut dire que ça n'aspire pas. Si ça n'aspire pas, il y a 2 possibilités. Soit le tuyau, là, il est percé quelque part, et dans ces cas-là, il n'y a pas d'aspiration qui se fait. Soit on a un bouchage quelque part. Donc, on va déjà regarder si ce tuyau-là n'est pas déboîté quelque part. Regardez.
Ça dit qu'il y a une prise d'air quelque part. Là je devrais faire caler la moitié du moteur. Or il cale pas le moteur. Donc ça veut dire que le moteur prend l'air ailleurs. S'il prend l'air ailleurs, ça veut bien dire que il y a une prise d'air quelque part. Maintenant faut trouver où. Donc les amis, ça va faire l'objet certainement d'une prochaine vidéo. Là on va s'attaquer à l'entretien moteur. Hop, allez on met ça en vidange. On a une plaque dessous qu'il faut qu'on déboulonne en 13. Hop. Bon, alors là je suis pas un grand fan de ces bouchons de vidange sur le côté, que généralement c'est plutôt annonciateur d'une douche prévisible. Donc on va faire en sorte de maximiser les chances. Alors je garde les mains dessus. Voilà, je vais garder la main dessus. Là c'est la douche assurée si je retiens mon doigt. Bon, l'huile est quand même bien noire. Le nettoyage a bien fonctionné quand même. Hein. Ok. Un peu merdique ce système là. Bon, pendant que je vidange, je suis en train de réfléchir à mon histoire de dévimètre là, très bizarre. Parce que ça voudrait dire que soit c'est ma durite qui est déboîtée quelque part, mais j'ai l'impression qu'elle va d'un seul morceau jusqu'au turbo. Soit ça voudrait dire que mon turbo n'aspire pas. Étrange, pourquoi le turbo n'aspirerait pas? C'est quand même relativement bizarre. Et un turbo cassé, ça s'entend, ça se voit. Là la voiture elle marche bien, moi je l'ai ramenée, on a fait 400 bornes avec. C'est voilà, c'est depuis que ça s'est déclenché cette histoire de dévimètre. Mais une fois que je retire le défaut de dévimètre, il est plus en véhicule bridé, donc en cartographie bridée. Et il marche bien. Donc très bizarre. Puis pas de bruit, pas de fumée, pas d'huile à l'échappement, rien, vraiment aucun signe d'un turbo défectueux. Donc très bizarre, franchement très bizarre. Pour l'instant j'ai pas l'explication. Donc je pense que le diagnostic se fera dans une prochaine vidéo. Mais du coup ça m'a coûté un débitmètre pour rien. Bon, après, encore une fois avec des scies on refait le monde. On n'est pas dans la mécanique. Alors là, pendant que ça vidange, on va s'attaquer au filtre à gasoil. Le filtre à gasoil il se trouve ici. Hop, là. Donc on a un petit drain ici qui va nous permettre certainement de pouvoir le vidanger, éviter la douche. Et on a ici le petit drain. Et ça doit se dévisser par quart de tour je pense. On voit qu'il y a 3 ergots. On se lance. Ouais bah franchement c'est super bien conçu ça. Voilà. Même pas une petite, allez, 3 gouttes qui coulent. On remet. C'est bon. Est-ce qu'on a une date sur ces filtres? Il a l'air quand même pas vieux celui-là. Il a l'air quand même pas vieux. Il est même pas sale. Il n'a pas l'air d'avoir de date, mais il a pas l'air vieux quand même. Voilà. On va pouvoir remonter notre bouchon de vidange. Alors. Hop. Hop. Et là il y va 6 litres d'huile. Alors là vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je vais mettre comme huile, qu'est-ce que je vais mettre comme additif? Très bonne question. On va mettre de la 540 Pro, donc c'est le haut de gamme en 540 chez Syntix, c'est de l'huile 100% ester. En gros de l'huile très haut de gamme, mais non on va dire compétition. Donc ça sert à rien de mettre de l'huile blanche ou de l'huile noire là-dedans. Ça reste un diesel, ça prend pas beaucoup de tours, ce serait débile. Mais si on veut maximiser la protection, on a le droit de se faire un petit plaisir quand même et de mettre de la très bonne huile. Donc là 540 Pro de chez Syntix, couplé à un MCR. Voilà ce qu'on va lui mettre dedans. Mais avant ça, on va aller changer le filtre à huile. Bon, ce petit coup de nettoyage là, on le fera avec les vannes EGR.
façon on nettoiera bien la partie moteur après. Hop. Alors. Hop, alors le filtre, bon, il est sale, hein, mais il est pas pourri. Alors je contrôle en même temps dedans, hein, pourquoi? Parce que si j'ai un soupçon d'un problème de turbo pour mon histoire d'admission, ça voudrait dire que j'ai quand même potentiellement de la limaille qui serait passée dans l'huile et donc qui se retrouverait dans ce petit filtre à huile. En l'occurrence, là, il n'y a pas de limaille. C'est vraiment très bizarre. Bon, je préfère que ce soit une durite déboîtée parce que changer un turbo là-dessus, je crois qu'il faut quand même décoquer la voiture. Donc il y a un petit peu de chantier. Chantier surtout pas réalisable dans mon garage. Donc ça voudrait dire que retour au bâtiment, atelier provisoire pour un très gros chantier. Ce serait quand même merdique. Mais j'ai quand même du mal à croire à un turbo qui serait capoute mais sans aucun symptôme. Bon, ça voudrait dire que l'axe est cassé. Quand l'axe est cassé, si tu veux, le turbo il se détruit et ça fait gros dégâts. Donc perplexe. Faut toujours prévoir tous les scénarios, mais je reste perplexe. Voilà ce qu'on va mettre comme huile. Voilà ce qu'on va mettre comme additif. Alors, pourquoi on lui met du MCR? Il y en a plein qui vont dire, ouais, tu mets plus de MCR, tu mets de l'huile blanche, tout le monde n'a pas les moyens de mettre de l'huile blanche. Oui, mais c'est parce que dernièrement, les amis, on a fait quand même des gros projets sur la chaîne. Ferrari F430, Mégane 3 RS de course. Bon, il y avait quand même peu de projets qui se prêtaient à une huile standard. Là, on est sur un véhicule standard, on passe sur une lubrification standard haut de gamme. Donc, huile de chez Cintiq Pro, donc là 100% ester. On est sur le NEC Plus Ultra en termes d'huile. En 5,40, on passe de 5,30 à 5,40 pour améliorer la lubrification. Le filtre à particules, c'est un autre problème, on verra ça plus tard. Pourquoi? Parce que la 5,30, elle a des normes en basse cendre, c'est-à-dire que quand ton huile rentre en combustion dans la chambre de combustion, elle va dégager des cendres. Moins l'huile dégage de cendres, moins tu vas venir encrasser ton filtre à particules. C'est aussi simple que ça. Et donc, la 5,30, elle a des normes qui sont compatibles avec le FAP. La 5,40 n'en a pas. Mais deux possibilités, soit tu vas faire du préventif sur ton FAP, donc tu mets un petit DPF cleaner, on va dire une fois par an, et comme ça, t'es peinard, ou alors, bah, tout simplement, tu supprimes le FAP pour pouvoir améliorer ta lubrification. Moi, c'est mon choix. Donc là, dans un premier temps, on va faire un nettoyage de FAP, mais si le FAP nous montre le moindre signe de faiblesse, on le dégage. Moi, je préfère miser sur la lubrification. Dosage du MCR, pour ceux qui se posent la question, 4 à 6%. Moi j'ai toujours l'habitude de mettre le max, donc je vais mettre 6%. Voilà. Voilà, hop là. Et bien maintenant, on remet en huile. Donc là on a dit dosage MCR 6%. Donc on a 6 litres, fait 6000 fois 0,06. Ça nous fait 360 ml de MCR. On va commencer par mettre nos 5 litres d'huile. « 360 ml. Et bah ouais. 300. Et 350. Bon, entre 350 et 300 ml, hein. On va considérer que c'est tout. Je vais mettre 1 demi-litre, on devrait être pas mal. C'est une jauge électronique dessus, donc il va falloir qu'on regarde. Donc là maintenant, pour aller vérifier le niveau d'huile, on va là. Ensuite, on va... Voilà, affichage niveau d'huile. Et là on voit qu'on est au minimum. Donc là on peut en remettre. Donc là je remets directement. Donc là on voit le niveau d'huile, on est au max. Donc maintenant c'est tout bon. Donc il nous reste, hop, le petit filtre à habitacle intérieur qui se trouve de l'autre côté derrière la boîte à gants. Et on va en finir pour cette petite révision. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé mon problème de fameux débitmètre. Je vous donne mon explication, je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo. Ici j'ai pas mal d'huile. Et donc j'en ai profité là pour faire mon niveau d'huile, de démarrer le véhicule. Et on entend comme un bruit d'air. Je pensais que c'était mon joint de capteur ici qui fuyait. J'ai changé, j'ai mis un joint neuf, ça fuit pas.
En fait, la fuite, elle vient de la soudure plastique ici. Ok? Mon hypothèse. Faut que je regarde les pièces détachées, comment ça se défait. Mais c'est un biturbo, un turbo par banc. Sauf que c'est un biturbo, mais avec une seule admission. Vous voyez, on n'a pas deux admissions. C'est-à-dire que nos turbos sont pas séparés, ils envoient dans la même admission. Mon hypothèse, faut que je regarde, faut que je vérifie quand même. Mais c'est que ce soit un biturbo étagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre guillemets, à basse vitesse, tu as un premier turbo qui fonctionne. Et quand tu montes à haute vitesse, tu as le deuxième turbo qui vient se mettre en route. Ce qui expliquerait que, regardez, on a deux débitmètres, deux admissions. Mais ces admissions-là vont tous les deux sur chacun des turbos. Et chacun des turbos renvoie vers le même intercouleur qui se trouve là. Et cet intercouleur-là est redirigé par la seule et unique conduite ici. Ici, ici, et redirigé vers nos deux bancs moteurs. Donc, mon erreur, elle est peut-être en cascade. Je me suis focalisé trop vite parce que ma valeur n'était pas bonne. Mais, étant donné que j'ai une fuite ici, qu'est-ce qui se passe? Mon débitmètre dit je mets tant de grammes d'air. Mes turbos les compriment. Ok? Ça va là. Ici, j'ai une fuite d'air. Donc forcément, à la combustion, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir trop d'essence par rapport à la quantité d'air. Parce que j'envoie de l'essence par rapport à la quantité d'air que j'aspire ici. Mais entre-temps, j'en ai perdu de l'air à cause de cette fuite-là. Et donc, j'en déduis que c'est cette perte d'air-là qui fait un mélange trop riche. Et le mélange trop riche se transforme en finalement problème de débitmètre. Bah oui, parce que la voiture, elle interprète que si c'est trop riche mais que l'injecteur est bien calibré, ça veut dire que c'est un problème d'air. Si c'est un problème d'air, c'est le problème de débitmètre. Donc, ça, c'est mon hypothèse qui sera à vérifier. Mais pour l'instant, il faut que je regarde du coup cette pièce-là. Si elle se vend ici, si elle se vend tout le bloc complet, je ne sais pas. Je vous dirai du coup quelle pièce il va falloir que je change. Et en espérant que c'est résolu mon problème. Et donc du coup, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Alors, notre filtre à habitacle, il devrait se trouver, d'après la revue technique. Alors, hop, on a un petit peu de bazar là-dedans. Derrière ça. Donc. Et là, on a le moteur, voilà, juste ici. Hop. Bon, franchement, c'est simple à faire. Hein. On n'a pas fait pour longtemps. On a une trappe qui s'ouvre. On a un petit filtre. Alors, l'air arrive par le haut. Ouf, ça c'est bien sale, ça par contre. Oh la vache, elle est dans l'épaisseur. Ah, là, pour le coup, ça c'est bien dégueulasse. Alors, pourquoi j'ai choisi un charbon actif? Parce qu'encore une fois, il en existe deux. Vous avez charbon actif ou sans charbon actif. Charbon actif, c'est le plus cher. Ils sont généralement foncés, alors que les sans charbon actif sont généralement totalement blancs, un peu comme ça. J'ai choisi un charbon actif pour la simple raison que ça va être certainement mon futur daily. Et le daily, je roule souvent avec. Et vu que j'ai toujours mes enfants dans mon daily, bah, c'est plus pour la santé de mes enfants avec toute la pollution, etc. qu'on a dehors. Notamment si on va en ville. Donc généralement, je fonctionne comme ça. Voiture plaisir, standard. Voiture daily, charbon actif. Voilà. Alors. Tac. Alors, hop, hop, et hop. Voilà. Voilà ça. C'était rapide et efficace. Tac. Bon, mais les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur l'entretien de ce range. On le relève, on lui remet sa protection de carter et fini. Alors là, il faudra qu'on le redémonte hein, quand on s'occupera des vidanges de transmission. Donc on fera boîte pont avant, pont arrière, mais pour l'instant, on va déjà le réparer. Donc on fait tout ce qui est urgent. En l'occurrence, la vidange moteur, c'était urgent parce que elle était à faire. Bon, finalement, je suis un peu deg parce qu'on a changé le débitmètre certainement pour rien. Mais bon, malheureusement, ça fait aussi partie de la mécanique. Se tromper. Ça y est, ça se termine pour le premier entretien de ce Range Rover Sport. Donc dans la vidéo, on vous a montré comment changer le filtre à gasoil. L'importance du filtre à gasoil, c'est hyper important. Parce qu'un filtre à gasoil, ce qui va être sale, premièrement, c'est un filtre à gasoil qui va être moins efficace. Mais surtout, qui va commencer à se colmater et qui va faire forcer vos pompes de gavage. Et donc, on peut entraîner
une faiblesse, voire un défaut tout simplement sur les pompes de gavage. Ça c'est la première chose importante sur le fait de remplacer le filtre à gasoil. Autre chose, on va avoir un débit de gasoil qui va être moins important. Donc du coup on va avoir une baisse de puissance, mais on va aussi faire fonctionner pas correctement les injecteurs. Et donc on va pouvoir aussi venir user précocement les injecteurs. Donc filtre à gasoil à ne pas oublier, c'est hyper important. Ensuite on a fait le filtre à habitacle, on a pu voir qu'il était hyper dégueulasse et ça c'est important surtout pour la vie à l'intérieur de la voiture. L'ambiance, l'air qu'on va respirer dans la voiture. Ensuite on a fait la vidange moteur, on a pu voir que le nettoyant engine flush a vraiment bien nettoyé, on a eu pas mal de merde. On a remis une bonne huile en 540 100% synthèse ester de chez Syntix. On a ajouté un additif MCR anti-friction dedans, donc pour limiter la consommation, limiter la friction, limiter l'usure. Eh ben écoutez, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Donc les amis, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour essayer de réparer ce foutu problème de débitmètre. Je pense qu'effectivement, je me suis trompé dans mon diagnostic et que le problème ne vient pas du débitmètre. À mon avis, on a plutôt un turbo étagé, comme je vous l'ai dit. Et donc, on a un débitmètre qui ne se déclenche pas avant un certain nombre de tours minutes. Je ne connais pas, je viens juste d'avoir le véhicule. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a induit en erreur. Pourquoi c'est arrivé après nettoyage du débitmètre ? Je ne sais pas, j'avais un débitmètre en défaut, ça veut bien dire que finalement le fait de l'avoir nettoyé m'a retiré ce défaut, donc a fait refonctionner mon débitmètre. Et moi je me suis focalisé sur le fait que j'en avais un qui avait une valeur anormale. Et du coup je me suis dit bon bah je les ai nettoyés, l'autre est redevenu normal, celui-là n'a pas bougé, donc du coup il est HS. Oui, sauf que j'avais oublié dans mon diagnostic que c'était un biturbo et que c'était peut-être un biturbo étagé. Et donc que le flux d'air n'était pas le même à un instant T sur les deux bancs moteurs. Et visiblement ça semble être le cas. Par contre on a pu voir en changeant de filtre à huile qu'on a bien une fuite au niveau du papillon d'admission qui a une forme un peu bizarre avec un Y. Donc les amis, prochaine vidéo, on démonte cette pièce et on regarde un petit peu si c'est pas elle qui nous pose problème et qui nous a créé un problème de débitmètre. Parce que c'est bien le problème de débitmètre qui ressort à la valise diagnostic. Donc les amis, on fait un petit reset de l'entretien et puis c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc là pour remettre à zéro, on met le contact. Toujours la petite valise diagnostic qui va bien, hop. Remise à zéro du compteur de vidange d'huile, oui. Vas-y, c'est parti mon kiki. Couper le moteur. Ah bah c'est couper le moteur, oui c'est bon, il est coupé le moteur, je suis bête moi. Régler le commutateur en position off. Hop, ok. Régler le commutateur en position on. Ok. Remettre à zéro, oui. Et c'est fini, complet. Et bien en tout cas les amis, ça se termine pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça pourra aider tous les possesseurs de Range Rover à entretenir leur voiture. En attendant, on a vu que malheureusement on n'avait pas terminé de réparer tout dans cette vidéo, notamment notre petit problème de débitmètre qui finalement n'est pas un problème de débitmètre. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour essayer de trouver la panne de ce Range Rover. Allez, ciao!